Ravi de vous retrouver nombreux pour ces nouveaux numéros d'une page d'histoire. Mesdames et messieurs, bienvenue. La force publique, une armée coloniale qui s'est distinguée à travers les temps et a conquis plusieurs territoires et aussi a réussi à restaurer l'autorité de l'État là où régnait le désordre, l'anarchie. Il est grand temps aujourd'hui de retracer l'histoire de soldats de Boula Matari qui se sont sacrifiés pour la patrie et aussi les soldats en général, les militaires qui sont morts pour la gloire, pour hisser haut le drapeau de notre patrie, la République démocratique du Congo. Pour en parler, nous avons invité le professeur d'histoire militaire à l'école des guerres, l'honorable Jacques Njoli. Il va parler plus de la force publique, des figures emblématiques et des moments de gloire de notre armée. Professeur Jacques Njoli, nous vous saluons. Je vous salue et je salue tous les téléspectateurs qui tentent avec moi d'essayer de retrouver les bases historiques de notre pays en général et de notre armée. C'est parti pour la première question. Mais avant de parler des figures emblématiques de la force publique, il serait mieux que nous puissions faire un petit rappel de la force publique. Que pouvons-nous retenir de la force publique? Pourquoi cette armée n'a jamais eu à perdre une de ses batailles? Où résidait cette force? Oui, la force publique a été l'instrument par excellence, si pas essentiel de la mise en œuvre de la politique coloniale belge. Lorsqu'on voit déjà avant la création de l'État indépendant du Congo, lorsque Léopold II agit à travers l'Association internationale africaine, qui est une organisation à vocation géographique et humanitaire pour lutter contre l'esclavagisme et ses alliés arabes à l'époque, lorsqu'il faut aider Stanley dans ses caravanes, c'est là où on jette les bases de ce qui sera la force publique. La force publique va contribuer d'abord à l'exploration, à la découverte, il faut l'appeler ainsi, du Congo et son ouverture dans le monde. Et la force publique va être l'outil par excellence de l'installation de l'État indépendant du Congo de 1885 à partir du mois de février, mais surtout lorsqu'il est créé, elle est créée le 23 octobre 1888, voilà. Donc, et puis après, lorsque la colonisation arrive, la force publique est là, à la disposition de l'État, à la disposition de l'administration. N'oubliez pas que le gouverneur général était lui-même considéré, il était le commandant en chef, n'est-ce pas, de cette force publique. Le gouverneur général, c'était qui? C'est en fait le représentant du roi au Congo belge. Donc, ce qui fait que les responsables en fait de la conduite de l'armée, des opérations armées, c'était ces gouverneurs généraux. Il était entouré de différents chefs militaires que nous allons avoir. Donc, la force publique, qui va d'ailleurs dans un premier temps assurer à la fois le rôle d'armée pour se battre contre les forces, les envahisseurs extérieurs, mais en même temps de rôle de police, jusqu'à, je crois, 1925, on va voir d'une part la police et la FP, mais au fond, c'était la FP qui était le bras séculier de la colonisation. Alors, donc, tous les grands officiers de la force publique étaient en fait des grands fonctionnaires de l'État, de la colonisation belge. Je vous parlais de Kokila ou d'autres, mais c'était eux qui ont été à la pointe, n'est-ce pas, de la vision
de la mission dite civilisatrice. La force publique a fait la campagne contre les esclavagistes, mahdistes comme on les appelait. D'abord maîtriser l'espace que je vous ai dit, tout l'espace oriental, Maniema jusqu'à la province orientale, même jusqu'au Katanga. Ensuite, faire la guerre aux grands guerriers tout au long de la rivière. Je vous ai parlé de la grande bataille qui a eu lieu à Iboko avec Mataboike et les autres. Et puis, après, l'occupation, la lutte contre les révoltes, la force publique, malheureusement, a été un outil pour brimer les Noirs, nous, qui voulions résister à l'ordre colonial. Donc, il y a eu beaucoup de révoltes aussi, la révolte des Batetela en 1897, en 1998, la révolte des Bapende en 1934, la révolte de Bouza, la révolte de Lulabour en 1944, je vous ai parlé des sergents Ngoï Bukaramouchi, et même en 1959, lorsque nous réclamons l'indépendance... Qui fit sergent Moukalamouche? Ah, Bukaramouchi, c'était un sergent qui, dans l'espace Kassai, où il y avait des mouvements de résistance contre la violence. Vous savez, tout ce qu'on appelait les Batete là, c'était les anciens collaborateurs de l'époque de Ngongolo Teta. Lorsque Ngongolo Teta est écarté, assassiné par le Belge, on prend ces soldats, on le met dans la force publique. Okay. Donc, et on va les utiliser maintenant pour aller contre la campagne. Donc là, c'était un brassage. Voilà. Alors, c'était très difficile parce que le commandant Danis là était très violent. Ils utilisaient la chicotte, le fimbo, comme on appelle en fait la queue de l'hippopotame. Fimbo Mingi. Fimbo, on appelait le commandant Fimbo Mingi. Donc lui, c'était la chicotte. La chicotte. Et ça, et les militaires mangeaient difficilement. Donc il y a eu des révoltes. Il y a eu des révoltes et par moments, ces rebelles, entre guillemets, je veux parler de Kandolo, de Yamba Yamba, qui avaient appris l'art du militaire avec Ngongolo Teta, avaient mis en difficulté, ils ont même tué des officiers belges. Alors après, il y a eu quand même accalmie, jusqu'à 47, en 44, là, il y avait encore une autre rébellion. Bon, on appelait Batete la Messia, en fait, le Balouba, qui était là à côté de Lulabour. Là, c'était à Lulabour. Et les chefs de file de cette révolte, c'était le sergent Ngoï Mukaramouchi. Et en fait, c'est resté dans l'armée que le Bakalmouchi. Mais que ce soit lorsqu'il y a eu de révolte du côté de Aketi, d'Arouimi, on parlait de Batete là. Et c'est là d'ailleurs où on va retrouver le Fungula à côté de Danis pour essayer de faire face à la révolte de ses compatriotes. La force de la force publique résidait où? Parce qu'eux, ils ne perdaient pas des batailles. Oui, c'est très important de le dire parce que la force publique ne comptait pas plus de 19 à 20 000 hommes. Et dans la force publique, il y avait très peu d'officiers. Et les officiers étaient blancs. Ils dépassaient normalement 300 sur les 19 000 éléments composant la force publique. Même au temps de grandes opérations, je vous ai parlé de la guerre de la campagne de 14 à 18. Nous sommes allés au Cameroun pour nous battre déjà contre les Allemands. Nous les avons battus là-bas. Nous sommes allés en Rhodésie, donc du côté des Zambie et du Zimbabwe, avec des troupes. Nous les avons battus. Et je vous ai dit, pendant l'entre-guerre, on a continué à faire des batailles. Et on est allé en 40, je vous ai parlé de la campagne. Donc nous avons libéré l'Afrique orientale. Et en 1941, nous sommes allés en campagne de Soudan jusqu'à en Abyssinie, donc en Éthiopie, où on a fait des grandes victoires à Soussa, à
à Gambela et à Sayo. D'où l'appellation de certaines directions de la commune de Kasavubu. Voilà, et puis nous avons quitté, les troupes sont partis au Nigeria dans la perspective d'aller combattre les Allemands au Dahomey, mais on n'a pas pu le faire. C'est des colonnes de 2000, plus de 2000 véhicules et autres. Nous sommes passés par le Soudan, Khartoum, Tchad pour aller au Caire. Et du Caire, nous sommes allés en Palestine. En Palestine, nous sommes allés en Birmanie. En Birmanie, où c'était, on appelait ça la Belgian, Colonial Belgian Mechanic Group, donc le groupe armé mécanisé congo-belge. Et nous étions prêts à faire la guerre, on a fait des entraînements, mais c'est seulement l'unité médicale qui est allée, n'est-ce pas, en Birmanie, parce que nos troupes, nous voulions aller nous battre en Europe comme les Sénégalais et les autres, mais la Belgique ne voulait pas, parce que on avait très peur de comportement de ces militaires qui avaient militaires congolais qui avaient vu le blanc s'entretuer. Ça avait un peu, vous dites, mais enfin, ils ne s'entendent pas autant qu'il faut croire. Donc ils se battent entre eux et ils ont même peur, ils fuient la mort, donc comme tous les êtres humains. Donc cette armée-là, et pour répondre à votre question, c'était d'abord les conditions de recrutement. C'est vrai qu'il y avait des levées de troupes, mais les gens étaient très bien recrutés. Ce n'étaient pas les conditions idéales, mais les troupes étaient campées, casernées. Il y avait des postes, et les militaires étaient bien nourris. Beaucoup de civils enviaient d'ailleurs aller au camp militaire pour avoir ce qu'on donnait aux militaires. Les enfants de militaires étaient dans les écoles bien formés. Donc, et comme nous on chante, ou on le dit dans les règlements militaires actuels, je ne sais pas s'ils ont changé, mais c'est dit, on pose la question, tina nini bakosenga discipline na musala soda. Réponse dans le cours, c'est na discipline na biso tolongaki bitumba ya Sayo, ya Gambela, puis bitumba biso. Donc la discipline est la mère des armées. C'était une armée disciplinée et qui était équipée. On voyait que lorsque au départ on avait seulement un fusil à Albini, mais après lorsque ils allaient en guerre, ils avaient l'artillerie qui suivait et autres. C'était une armée raciste, ça c'est clair, mais la qualité des officiers. Une armée raciste comment? C'est-à-dire que les Noirs, nous étions dans une forme de color bar, donc nous, l'apartheid. Donc les soldats noirs ne pouvaient pas dépasser les grades de premier sergent-major. Donc nous, on ne pouvait pas être des officiers. C'était le blanc qui était des officiers. Et même dans la vie du camp, le camp des officiers, ils avaient de messes et autres, mais vous étiez dans les cantines troupes. Donc il y avait trop de discrimination. C'est ça qui était d'ailleurs parfois la base des révoltes. Mais lors de guerre... Mais la qualité, vous avez parlé de la qualité des officiers. La qualité des officiers. Donc la force d'une armée, c'est le leadership des officiers. Au départ, lorsque la force publique commence, il y a des officiers qui viennent de tous les horizons. Il y a des Belges, mais il y a surtout des Suédois, des Norvégiens, des Autrichiens, des Portugais, des Britanniques, parce que un peu c'était une armée de mercenaires. Je vous ai dit qu'il y avait des Haoussa, des Comoriens, des gens des Zanzibar, les Sénégalais. Donc c'était un melting pot. Mais à un certain moment, les Belges vont commencer à récupérer les choses et les officiers qui dirigeaient la force publique sortaient des écoles belges. Et à partir du moment où vous avez de très bons officiers, vous avez des troupes disciplinées, bien formées, bien équipées,
bien motivé, bien entraîné, vous ne pouvez pas perdre une guerre. Parce que, comme on dit dans l'armée, entraînement m'a cassé bitumba pété. Sérieux, hein? Voilà. Donc, quand vous êtes bien entraîné, vous arrivez à la guerre sans problème. Lorsque vous n'êtes pas entraîné, écoutez, c'est la débandade. Ok, je comprends. C'est là où résidait la force de la force publique. Voilà, discipline, d'une part, et puis qualité du commandement. Vous avez parlé de la discipline qui est la mère des armées. C'était le cas aussi avec Lufungula? Oui, Lufungula, c'est le modèle même du soldat de la force publique. Voilà. Je vous ai parlé de Bongolo, je vous ai parlé de Pierre Canon, de Gaston Diomi et d'autres. Tous étaient des assistants sociaux apparemment. Des assistants médicaux qui étaient partis, les assistants médicaux qui étaient partis dans l'unité de combat qui est partie en Birmanie. Pour secourir les blessés de guerre. Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la guerre sans brancardier, sans infirmier. Voilà. Parce que lorsque vous voyez votre collègue tomber, qu'il est blessé, il faut des mécanismes d'exfiltration. Parce qu'à ce moment-là, votre morale reste fort que ce qu'on appelle un zoki, zoki, va soigner au thé, pour te banduko au pola, au koufi, médaille exatée, il y a un problème. Voilà, c'est la démotivation. Donc, ces assistants médicaux qui étaient formés dans la force publique, quand ils sont rentrés, ils avaient l'opportunité de se faire valoir parce qu'ils ont été décorés, comme je vous ai dit, de médailles d'étoiles africaines, comme on l'appelait. Et vous savez, quand on appelle la place Victoire, c'est la célébration de la victoire de la force publique. Ça nous rappelle d'ailleurs l'histoire de la force publique. Pour moi, les prises d'armes, c'est le fait là. Et maintenant, aujourd'hui, il y a des médailles des musiciens. Ce n'est pas mal, mais c'est la victoire de la force publique. Donc, on devait retrouver tous les noms de ces gens-là. Les Bongolos, c'est là qui ont combattu pour le pays. Bon, c'est bien, je vis en ville, il y a la place des soldats inconnus. C'est bien, mais il y a des soldats connus. Des soldats connus. J'ai retrouvé une photo d'un sergent Bekili qui gardait lui seul plus ou moins 500 militaires italiens, dont les 7 généraux qu'on avait arrêtés. Donc, comme prisonniers de guerre. Et je prends le cas où on parlait de Lufungula. Lufungula a été recruté, c'est un fils de chef, Bangengele, qui a été recruté du côté de Maniema, d'autres parlent même du Katanga, parce qu'en fait, c'était la province orientale. Il est de Kailo, donc ce qu'on appelle globalement Kouchtela. Donc, il a grandi dans cet environnement esclavagiste et il a été volontaire pour entrer dans la force publique. Et il a fait la force publique, il a fait la campagne contre les esclavagistes avec Madi, avec le commandant Danis. Et le combat de Redjaf et les autres, il a été là-bas. Et lorsqu'il y avait des révoltes, il était toujours du côté du pouvoir royal, comme il disait, parce qu'il ne parlait pas du pouvoir colonial, il était toujours fidèle au roi, comme ça a été dit lorsqu'il il va avoir sa retraite en 64 ans. Mais après, avant d'aller à la retraite, en 1925, il va être versé dans la police. Et il va permettre à la police de la ville de Kinshasa, à l'époque, d'être une police digne de ses noms. Et puis, lorsqu'il va terminer sa carrière avec beaucoup de brio, il aura sa retraite, il va aller au Maniema, où il va récupérer ses fonctions de chef avec ses nombreuses femmes. Donc, c'est un modèle. Et compte tenu de tout ce qu'il a fait pour la force publique, il a été cité, c'était une grande fête lorsqu'on est allé le réinstaller. Et en souvenir de ce qu'il a été pour la force publique, pour cette ville de Kinshasa, on a donné, avant l'indépendance,
Parce que quand Moussousouana va Kombozo, il y a après. Donc exemple, lui, on l'a on l'a honoré avant même l'indépendance. C'est que c'était un modèle. Un modèle de soldat fidèle, loyal et combatif. Ouais. Voilà. C'était un brigadier, vous avez dit. Il est sorti à grave de premier brigadier en chef, c'est-à-dire premier sergent-major, quoi. Comme Ouais. je vous dis, on ne pouvait pas aller au-delà. C'est vrai que vers les années 59, on a eu les premiers adjudants. Je vous ai parlé de l'adjudant Bobozo, de l'adjudant Mouké, de l'adjudant Sébastien Moulamba, qui est différent de Léonard Moulamba, qui est un officier, beaucoup plus formé après, c'est la génération Mobutu. Parce que la première génération là-bas, des Bobozo et des autres, les Mouké, et les Nyamaseko, eux étaient les instructeurs de Mobutu et la jeune génération qui, elle, est venue des écoles. Mobutu, il est entré dans l'armée, à la force publique en 1949. Donc, il va devenir sergent comptable. Mais le sergent comptable de ces temps-là, c'est quelqu'un qui pouvait tenir une unité administrative ou tactique. Et ils ont été formés durement par les Belges et par les Bobozo, qui étaient leurs instructeurs. C'est comme ça que la deuxième génération de Mobutu, avec les Moulamba, les Masiala, les Mandungu Boulaniati et les autres, eux, c'était des intellectuels qui avaient le temps de lire les journaux. Et Mobutu, dans le camp, il lisait beaucoup de journaux, il écrivait de manière clandestine dans l'actualité africaine sous le pseudonyme de Debanzi. Mais ils avaient une grande formation. Et quand les gens partaient à la force publique, je parlais avec l'ex-ancien collègue de Mobutu, les Ndjoku et les autres, ils sortaient avec un grand bagage intellectuel. Grand bagage intellectuel. Voilà. Parlons maintenant de... Nous avons parlé de la première génération de la force publique. Ceux qui viennent après, les Lufungula, tout ça, c'est Bobozo, tout ça. Oui. Bon, parlez-nous de... Les Bobozo, les Nyamaseko, eux, ils viennent à partir de la fin de la guerre et ils font maintenant la jonction jusqu'aux années, disons, 60-64 avec Mobutu. Ils étaient, lorsque les Belges sont partis, ils avaient les grades d'adjudant, adjudant, chef et autres. Lorsqu'il y a l'indépendance, il y a tiraillement. L'option qui est prise, c'est, après l'échec du discours de Janssen, c'est de faire de ces adjudants-chefs des officiers. Janssen qui avait dit avant l'indépendance. Égal après indépendance. Oui. C'est qu'en fait, pour Janssen, une catégorie d'officiers, l'armée n'était pas concernée par l'indépendance. Donc, le fait que les anciens clercs évolués et autres, des civils, deviennent des ministres, commencent à diriger, et que eux, on leur dit que vous allez rester des sous-officiers, c'était pas admissible. C'est pas admissible. D'où il va y avoir des remous et de mutineries dans les camps. Donc les 30 jeunes indépendants et les autres. Mais ces hommes-là, la génération de Bobozo et d'autres comme les Masiala, les Moulamba, les Nzoïba, les Itambo, les Bangala, les Ingila, les Basuki, les Tukuzu, c'était de braves alors que maintenant Mobutu va se baser sur eux pour assurer la transition entre la force publique qui a fait son temps, mais qui politiquement n'a pas été prise en charge dans les discussions politiques, parce que la question militaire n'a pas fait l'objet de aborder à la table ronde. Donc ça va nous revenir comme un boomerang, et ce seront des mutineries qui étaient essentiellement dirigées contre le Belge, que ce soit à Léopoldville, que ce soit à Tisville, à Matadi ou à Coquelatville. Les soldats s'attaquaient essentiellement aux Blancs. Et ça, c'était le premier mouvement
qui vont ancrer un peu cette image brouillée de la force publique. Et finalement, Mobutu va créer sous le centre de la force publique l'ANC, qui sera l'armée nationale congolaise. Donc c'est comme ça que nous sommes devenus armée nationale congolaise. ANC. Ok. Donc on insiste là-dessus. Donc c'était Mobutu. C'est Mobutu. Okay. Qui était l'initiateur. Voilà, qui était il est l'initiateur parce que cela. Lorsqu'il y a révolte, il y a des tiraillements entre Kasavubu et Lumumba. Lumumba choisit naturellement un de ses vieux oncles, Lundula, qui était aussi infirmier dans le groupe de Bongolo, mais qui avait pris sa retraite, qui avait sa retraite et qui était élu comme échevin à Likasi. Voilà. Alors, il va le rappeler pour faire de lui le commandant en chef. Mais lorsque Mobutu est chef d'état-major, désigné par Lumumba, parce que Mobutu était secrétaire d'État chargé de l'information, il était proche de Lumumba. Donc déjà, avec l'ANC, on a le premier chef d'état-major, qui était Mobutu. Donc c'est possible. Oui, mais il n'est pas commandant en chef. Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a un CNC, dont le commandant en chef, qui est le commandant, et le chef d'état-major, c'est Mobutu. Mobutu était en fait comme le numéro 2. Mais les tiraillements entre Lumumba et Kasavubu, eh bien, et avec l'arrestation de Lumumba, finalement, sa fuite et sa détention, plus sa mort, Lundula va partir, aller être le commandant de la force qui est allée à Stanleyville. Avec les Gisenga et les autres, donc les Lumumbistes. Donc ça veut dire aussi qu'il a été démis de ses fonctions. Oui, mais Kasavubu va les démettre, parce qu'il y a déjà séparation. Parce que dès que on est à l'indépendance, il y a d'abord Tchombe qui proclame la sécession. Il a son armée, sa gendarmerie katangaise. Il y a le Kasaï qui fait aussi la sécession avec l'empereur Kalonji Ditunga, qui crée aussi son armée avec, je crois, je connais ce général, le général Ilunga Kakasu. Donc il y a l'armée de Lunula, l'armée de Diabos, l'armée du Kasaï, et le gros qui est resté de ses côtés ici, où Mobutu prend en fait le rôle de chef d'état-major, puis de commandant en chef. Comment est-ce que cette armée, l'armée de Mobutu, l'armée nationale congolaise, s'est-elle organisée après l'indépendance? Bon, après l'indépendance, donc Mobutu trouve donc ces corps éparpillés. Il essaie d'organiser, il fait le tour avec d'abord Mpolo, et puis après finalement Polo, qui était le ministre de la Jeunesse, ne parvient pas à suivre le rythme de Mobutu, qui lui était un militaire et qui était Polo était le compagnon de Lumumba. Oui, voilà. Donc c'était en fait lui qui était à côté de Mobutu, mais Mobutu, il avait eu une autorité naturelle sur les hommes, que ce soit au camp Léopold, qui va devenir le camp Kokolo, ou que ce soit à Tisville, lorsqu'il va rencontrer le mutin. Tisville, l'actuel Mbanza-Ngungu. Donc il fait le tour toute l'année 60 là pour essayer de regrouper. Parce que tout le monde disait, mais comment tous ces mutins qui ont violé peuvent devenir des officiers, peuvent être coordonnés. Et Mobutu va réussir le pari, n'est-ce pas, le 17 novembre, à faire défiler une troupe cohérente. Mais il faut dire qu'il est aidé en cela par la coopération, notamment américaine, israélienne et surtout belge. Et pour faire face, donc dès 60 là, il doit faire face à la rébellion, il doit faire face aux sécessions. Il y a les troupes des Nations Unies qui sont là. Et donc c'est compliqué, mais
il parvient avec ces noyaux-là, comme je l'ai dit, des hommes comme... Il y a Bobozo, vous avez parlé de voilà, Léonard Moulamba. De Moulamba, des Nzoïba, des Tambo, des Tchachi, hein, des mettre en place et la coopération. Donc, de 1960 jusqu'à pratiquement 65, l'ANC est sur tous les fronts avec parfois des moyens rudimentaires et autres, mais il parvient à monter, à envoyer de jeunes officiers à l'école royale militaire qui commencent à revenir comme tous les autres. Comme ça que lorsque on se bat contre les moulélistes du côté des Kouilou, on perd les colonels Ebea, on perd de major Vangou. Je me rappelle encore, pour combattre la rébellion à Lissala, il y a un lieutenant qui a tenu 4000 rebelles avec vraiment plus ou moins 80 hommes, le lieutenant Yogo, qui va devenir plus tard major et qui va se battre à Bukavu. Donc Yogo a pu tenir le pont de Langa Langa et bloquer les rebelles là-bas pendant 2 jours et 2 jours. Donc, ils vont tenter sur tous les fronts. C'est comme ça qu'on parle en 64 de l'homme de Bukavu. C'est Moulamba qui tient tête, n'est-ce pas, aux colonnes rebelles. Mobutu a réussi à bâtir une armée forte. Une armée forte, mais quels sont les actes de bravoure posés par les militaires de cette génération-là? D'abord des sacrifices. Vous voyez un homme comme Justin Kokolo, dont on a donné le nom de camp Kokolo. Il est mort, tué par le casque bleu. Bon, il était en train je crois, de vouloir mettre la main sur Lumumba dans le conflit qu'il y a entre Lumumba et Kasavubu. Il voulait absolument qu'on mette fin à ce conflit. Il est allé de Tunisie, qui était gardé par les Ghanéens, et les Ghanéens, il n'a pas compris, par exemple, qu'on ne pouvait pas entrer dans une ambassade. Oui, il n'avait pas compris qu'il ne pouvait pas accéder on l'a dans tué, une ambassade. Donc ce sont des martyrs. Mais sur le front de Mouléliste du côté du Queen, il y a eu la mort du général Ebea. De l'autre côté, des hommes qui se sont vaillamment manifestés. Parlons de Moulamba, oui. Léonard Moulamba. Léonard Moulamba. Oui, l'homme de Bukavu. Oui. Mais ça, c'était... Un Kassaïen, mais qui a quand même protégé la ville de Bukavu. C'était ça la force. Voilà. C'était la force de la force publique. C'est créer ces liens forts. En fait, Moulamba était de collègues de Mobutu à l'école centrale, avec Malila et les autres, les Kouloufa. Et c'était la crème de cette nouvelle armée. Alors, Moulamba défendu vaillamment la ville de Bukavu contre l'occupation par le rebelle de la ville de Bukavu. Il était soutenu en cela par son commandant en chef, qui lui-même n'a pas hésité à aller sur la plaine de Ruzizi pour aller rencontrer les rebelles du côté de Kamanyola, où il va, n'est-ce pas, tomber sous le feu de rebelles. Sauf que ces rebelles-là n'avaient pas bien visé sa tête, c'est le képi qui est parti. Donc, ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que le Congo est né ou était un État mort-né. C'est-à-dire que... Un État mort-né, ça veut dire... C'est-à-dire, il n'y avait pas d'armée. Ok. Parce que c'est l'armée qui est la coucheuse des États. Okay. Or, nous n'avions pas d'armée. Donc, Mobutu a dû créer rapidement une armée, faire des anciens adjudants et sous-officiers, des officiers supérieurs, des lieutenants-colonels et les autres, rapidement motivés, ce qui était très difficile. Voilà pourquoi, de 60 à 64, ils sont sur tous les fronts, mais c'est difficile. On est obligé de se faire aider par des mercenaires, les gens Scram, les Bob Denard, qui vont, n'est-ce pas, voir la colonne Dragon quitter les Katanga pour remonter, pour essayer de libérer
les Belges et les autres qui s'étaient détenus à Stanleyville. Il y a eu des opérations de parachutistes qui sont arrivés là-bas. En 64. En 64. Mais tout ça, ça a permis à Mobutu de comprendre comment fonctionne une armée. Il faut avoir des troupes projectables, aéroportées. Et c'est comme ça qu'il va amener le premier bataillon para qui sera formé en Israël. Le premier bataillon para qui sera commandé par le colonel Tchachi. C'est pour ça que cette bataillon qui était au camp Tchachi, ce camp-là porte le nom de Tchachi. Donc il va tout faire pour former une unité commando à Kotakoli. Et on va voir les fruits de cette formation commando. Par exemple, lors de la bataille de 67, déjà 66, lorsque les gendarmes katangais se rebellent à Kisangani, c'est le colonel Uchudi qui tient la rive gauche et qui est soutenu par le général Chinyama et d'autres qui vont maîtriser les gendarmes katangais qui ne croyaient pas que l'armée congolaise pouvait leur résister. Mais quand ils ont vu, c'était des éléments formés. La première promotion sortie des centres d'entraînement de Kitona, encadré par le colonel Uchudi, parce que dès le premier jour que le général Tchachi est rentré, parce que le général Tchachi, le colonel Tchachi à l'époque avait la responsabilité de cet espace, province orientale, Ituri et autres. Il est rentré pour tenter de négocier avec les mutins, le gendarme katangais à 66. Il est abattu. On essaie de négocier. On a envoyé le général Moulamba qui avait apparemment leur confiance. Ils n'ont pas accepté. Le général Moulamba est rentré. Et il a laissé les positions. C'est ce qui va lui coûter son poste parce qu'on dit que non, il a dans les mémorandums de gendarme katangais, on le louait, on disait que lui doit quitter. Il faut que lui s'occupe de la défense, qui remplace le général Bobozo comme commandant en chef. Alors, le général Bobozo lui-même est descendu à Kisangani. Il a pris Uchudi. Comme Tchachi était mort, les jeunes gens étaient chauffés, mais ils ont traversé et ils ont fait déguerpir les gendarmes, les Diabos. Voilà. Mais pourtant, les Diabos étaient aidés par le mercenaire. Ça, c'était la prélude en 66. On va avoir encore les opérations en 68, en 67, lorsque ce sera maintenant les Jean Scram qui va se rebeller à partir de Kisangani. Et puis, Jean Scram, oui. C'est qui? Jean Scram, c'est parmi les mercenaires belges, et l'autre Bob Denard, et Mike Hoare et les autres, le sud-africain et les rhodésiens, qui avaient servi de colonne vertébrale quand même pour que l'ANC qui était au début des années 63-64 fragile, qui servent de colonne, c'est ce qu'on appelait la 5e brigade mécanisée, qui est remontée du Katanga, d'Albelville, jusqu'à Kisangani, pour libérer toute cette partie-là de l'occupation rebelle. Et après, il y a eu des incompréhensions avec le président Mobutu, parce que l'OUA voulait que tous les mercenaires... L'organisation de l'Union africaine. Oui. Mais Mobutu avait des difficultés à se débarrasser de ces gens-là qui réclamaient de droits et autres, jusqu'à ce qu'ils sont allés proclamer la République indépendante du Kivu. Sérieux. Sérieux. Et finalement, on s'est beaucoup battu, de juillet jusqu'à novembre. Il y a eu l'intervention des avions et aussi il recevait du matériel à Kambeme, à Kavumu par le Rwanda. Et nous, on opérait par les Burundi. Et finalement, le général Moulamba, là, il n'était plus là, c'est surtout le général Massiala, mais qui a été aidé par de jeunes officiers. Le général Massiala, un compagnon aussi de Mobutu. Un compagnon de Mobutu.
très brave officier. Ok. C'est lui qui a coordonné les opérations pour la libération de Bukavu. Et il recevait les instructions du chef d'état-major Malila, qui passait très souvent là-bas. Mais il y avait surtout des officiers braves, hein, des gens comme le major Potopoto, les lieutenants-colonels Tokwi, je crois. Et puis, il y a un jeune officier de la première unité commando sortie de Kotakoli, le lieutenant Ilunga Katalai. Je crois qu'il faut que les Congolais se rappellent de ces jeunes officiers. Voilà. Le lieutenant Ilunga Katalai, qui a la tête d'une unité commando venue de Kotakoli, va infiltrer les colonnes. Il va percer la carapace de mercenaires. Ils étaient plus de 153 mercenaires avec un armement puissant et surtout des alliés congolais et autres diabos. Il va pénétrer, le lieutenant Katalai. Il y a entre-temps le lieutenant-colonel Yogo. Et puis, sous la conduite du général Massiala et les autres, et bien finalement, nous allons battre ces mercenaires. Et c'est la Croix-Rouge qui va négocier leur sortie vers le Rwanda. Merci, professeur, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. J'espère simplement que cette tentative, je parle bien des tentatives, de donner l'histoire de cette armée, mais surtout des grandes figures de cette armée, va être menée par le service de communication et d'information de l'armée, et qui va surtout permettre à la jeune génération de militaires de savoir qu'il y a dans cette armée de modèles qu'il faut suivre, de noms qui ont fait. Il faut que aussi la société politique, l'État puisse honorer dignement ces hommes qui sont morts et ceux qui meurent encore sur le front aujourd'hui pour que le Congo reste le Congo. Est-ce que le pouvoir public a déjà songé à pouvoir honorer la mémoire de tous ces gens-là qui tombent différents fronts? Dans les discours politiques, nous pensons à nos vaillants forces armées et aux Wazalendo. Mais concrètement, bon, on achète les armes, mais il faut que plus que cela, il faut toute une vision de la défense pour prendre. D'abord, la défense, c'est quelque chose qui concerne toute la nation. Et ceux qui se sacrifient, ceux qui vont mourir pour la nation, il faut s'occuper d'eux. Je suis content qu'aujourd'hui on ait parlé de la solde qui est là. Mais au-delà de cela, il y a des impératifs d'un bon recrutement, d'une bonne formation, d'un bon entraînement, d'un cantonnement, d'une motivation. Aujourd'hui, quelle est la situation de nos camps militaires? Quelle est la situation de nos épouses militaires, de nos enfants militaires? Quelle est la situation du militaire au combat? On doit voir de plus en plus des militaires condamnés, ceux qui fuient. On doit aussi voir ceux qui sont décorés, pas simplement à titre posthume. Merci beaucoup, professeur. Plusieurs questions restent posées jusqu'à aujourd'hui sur l'amélioration des conditions de vie de nos militaires. Mais simplement, ce que nous pouvons dire, nous encourageons les forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo à continuer à défendre ces beaux pays qui est la République démocratique du Congo. C'est d'ailleurs une cause juste et noble. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle page d'histoire.